De retour ici au Palais Niel à Toulouse pour ce Women for Future avec cette thématique aujourd'hui, c'est demain évidemment puisqu'on parle d'avenir et aujourd'hui les femmes sont pionnières de l'espace. Alors vous l'avez remarqué depuis ce matin on entend beaucoup de chiffres parce que tout simplement nous sommes contraints finalement de commencer par un constat et vous allez voir que dans le domaine de l'aérospatial ce chiffre que je vais vous donner pour quantifier le nombre de femmes ne sera pas forcément une surprise puisqu'on est autour de 24% seulement des effectifs dans le secteur confondu, évidemment, toute filière confondue. Je crois que c'était d'ailleurs le constat dressé il y a quelques mois de cela au Salon du Bourget. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en 15 ans, les curseurs ont commencé à bouger, puisque en 2017, il n'y avait que 18% de femmes ingénieures dans l'aérospatiale. Alors, quand on regarde les pionnières, elles sont encore moins nombreuses, évidemment. Je vais vous en citer quelques-unes et je pense qu'ici, vous en connaissez certains des noms que je vais donner, comme la Russe Valentina Tereshkova, qui a été la première femme dans l'espace. Plus près de nous, évidemment, Sophie Adno, la française, mais aussi Elsie McGill, la canadienne, qui a été, elle, la première femme ingénieure aéronautique. C'était en 1938. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir poursuivre leur travail et montrer que l'espace n'a pas de genre? On va le demander à nos trois invités. Ercilia Vaudot, qui est avec nous en visio. Merci Ercilia d'être là. Astrophysicienne, directrice de la diversité de l'ESA et cofondatrice de l'association Il Cielo Itinerante. Charlotte Néret, qui est aussi également avec nous, directrice générale de l'ESSP, l'European Satellite Service Providers. Vous dirigez le site depuis 2021. Et à côté de vous, Nathalie Fonte, directrice du site de Thales Alenia Space à Toulouse. 2800 personnes, c'est le plus gros. Nathalie, je ne dis pas de bêtises. Vous venez tout juste de prendre vos fonctions, mais ça fait 15 ans que vous êtes au sein du groupe. Ercilia, je vais peut-être vous poser d'abord une première question, parce que quand on s'est parlé, vous m'avez dit ma mère était une scientifique. Je crois que vous avez grandi en Italie dans un environnement où finalement c'était une option d'embrasser ce type de carrière, parce que vous aviez tout simplement un rôle modèle à la maison. Oui, c'est vrai. D'abord, congratulations pour cet événement. Je dois dire que parler des femmes et de l'espace, c'est quand même mes sujets préférés. Donc, ce sont des initiatives nécessaires, des initiatives qui amènent aussi beaucoup d'inspiration. Donc, je tiens quand même à me congratuler avec les organisateurs. Alors, oui, en effet, j'ai eu un rôle modèle à la maison dans le sens que ma mère, qui était une scientifique, elle était elle avait un baccalauréat en chimie et en biologie. Elle était vraiment passionnée et donc tout était un peu en fonction de cette l'éducation vers les enfants, en fonction de cette valorisation quand même de la science aussi dans la vie quotidienne. Donc, par exemple, dans la cuisine, on avait quand même des pots où il n'y avait pas écrit sucre ou sel ou bicarbonate, mais il y avait des formules chimiques. Ça, c'est parce que effectivement, l'idée, c'est de nous faire comprendre, à moi et mes deux frères, que la nature a beaucoup de langages et il ne faut surtout pas sentir une distance avec ces langages. Donc, on cultivait beaucoup aussi les langages de la mathématique à la maison, les plaisirs des mathématiques. Et à quel moment vous vous dites, vous, justement, je vais choisir cette filière-là? Quel est le déclic? Le déclic, c'était j'étais une adolescente tourmentée avec toutes les questions existentielles. J'aurais peut-être aussi pu choisir d'étudier la philosophie, mais je voulais quand même avoir la possibilité, vu que je pouvais choisir, parce que c'est ça la question. Une fois qu'on reste dans les mathématiques et on n'est pas laissé dehors, on peut choisir. On peut choisir si être un poète ou si être un ingénieur, parce qu'on a les instruments. Et donc, j'ai préféré choisir physique parce que c'était le seul sujet et après l'astrophysique qui m'obligeait à sortir de la zone de confort de mon expérience pour comprendre comment le temps peut tomber avec la gravité ou d'autres phénomènes extraordinaires. On n'a pas un repère dans notre quotidianité et ça, c'était extrêmement empowering. Il y
il y a pas un mot qui donne cet élément. Et je pense que c'est un peu ça le discours, c'est de sentir que dans ces parcours STEM, les spatiales, c'est les plus, disons, il y a tellement d'inspiration dans l'espacial, c'est quand même des parcours qui donnent une chance d'empowerment qu'on ne trouve pas nécessairement dans d'autres sujets. Alors, on va voir si effectivement les histoires se rejoignent, parce que je voudrais vous donner la parole, Charlotte. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette direction et pareil, quand est-ce que vous avez senti qu'il y avait ce déclic? Je crois que vous étiez bonne en maths et que dès toute petite, c'était votre rêve, hein, être astronaute. C'est ça ? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, très jeune, un rêve d'enfant attiré par l'espace et avoir envie de devenir astronaute et se dire depuis tout petite que tout est possible. Donc j'ai gardé cette idée en tête tout au long de ma jeunesse et ensuite mon parcours. Étant bonne en mathématiques, en effet, et dans les matières scientifiques, en France en tout cas, on a été, il y a quelques temps, maintenant ça a un petit peu changé, mais on était encensé quand on était bon dans les matières scientifiques. Et donc c'était la voie royale. Donc dès très jeune, en étant bonne dans les matières scientifiques et en ayant dit que je voulais être astronaute, tout de suite mes parents étaient très fiers, les amis autour de mes parents étaient très fiers, et donc je me suis dit il faut aller dans cette direction, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Voilà, donc j'ai continué dans cette direction-là, et puis on m'a quand même conseillé en me disant astronaute, le parcours pour faire ça, il faut être pilote de chasse peut-être, et ce qui serait bien, c'est un diplôme d'ingénieur, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer, qu'est-ce qui peut se passer, tu peux avoir des problèmes de santé, donc un diplôme d'ingénieur, ça sécurise. Donc je me suis dirigée naturellement vers les études d'ingénieur, et à partir de là, j'ai pu finalement, en démarrant le parcours de diplôme d'ingénieur, j'ai rencontré des problèmes de santé pas graves, mais la vue, et en étant complètement, très rapidement avoir ma vue qui s'est dégradée, et donc à ce moment-là, eh bien, il a fallu se orienter vers quelque chose d'autre, puisque ce n'était plus possible. Le spatial avait la cote à ce moment-là, les satellites, et donc naturellement, je me suis orientée vers, toujours avec cette perspective du spatial, les satellites, et donc ayant démarré une carrière à l'époque aérospatiale, et avec mon premier stage au Centre national d'études spatiales à Évry. C'est intéressant de vous entendre dire mes parents étaient fiers. C'est eux qui vous ont d'ailleurs fait rencontrer des amis, je crois, hein, qui étaient pilotes et qui vous ont conseillé aussi. Donc on voit qu'il y a une influence, c'est important. Et je voudrais vous passer la parole, Nathalie, parce que cette influence, elle est palpable. Et chez vous, ça se manifeste autrement, parce que vous aviez choisi d'aller dans une autre direction. Et puis finalement, c'est un professeur qui vous a dit non, attends, si toi, Nathalie, tu vas faire du droit, là, c'est foutu, on est perdu. Bonjour à tous, oui, c'est exactement ça. Moi, je me suis destinée jusqu'au bac, et même au lycée, en terminale, j'étais persuadée que je ferais fac de droit. C'était ce que je voulais faire. Je voulais être juge d'instruction, je voulais aider la société de cette façon-là, à travers le droit. Et au moment des choix d'orientation, ma prof principale, prof de sciences physiques, qui était ingénieure, m'a dit « Mais si toi, tu ne fais pas des sciences, qui en fera dans cette classe ?» Et donc, oui, ça a eu une grosse influence, puisque je suis partie en classe préparatoire scientifique suite à ce conseil de cette professeure qui était vraiment un modèle. Mais avec toujours cette idée en tête de me dire ok, les sciences, parce qu'effectivement j'avais cette facilité, peut-être un peu comme Charlotte le décrivait, en maths, en sciences physiques, voilà, ça roulait bien dans le système scolaire, mais du coup ingénieur, ça voulait dire quoi, pour faire quoi? Ce parcours, ce début de parcours, il vous forge déjà, parce qu'il va vous mettre très vite sur des rails, en fait, hein, et des rails où le déséquilibre entre les hommes et les femmes, il est déjà visible, puisque vous choisissez décidément de faire un lycée militaire. Passez-moi l'expression, mais ça vous a rodé, si j'ose dire. Alors ça m'a rodé, oui, et du coup, dans notre milieu où il y a encore peu de femmes aujourd'hui, finalement, moi je trouve par rapport au lycée militaire qu'il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas assez, ça c'est certain.
Ça rôde parce que pourquoi le lycée militaire? C'est que justement dans ce choix d'orientation, je voulais faire du droit pour servir et avoir un rôle utile, et du coup la défense était un milieu du coup qui m'avait attirée. Et le spatial aussi en tâche de fond parce que c'est un milieu qui fait rêver. Mais on s'habitue très vite, malheureusement quelque part, parce que des fois on l'oublie, à être dans des milieux très masculins et à se rendre compte petit à petit qu'on est de plus en plus seul. On est de plus en plus seul. Est-ce que ça vous parle? Je voudrais faire réagir Ercilia parce que je sais qu'elle va être obligée de nous quitter avant la fin de cette table ronde. Est-ce que ça vous parle ce que vous entendez avec Charlotte et Nathalie? Ah, tout à fait. C'est très intéressant de les écouter. Je tiens à dire quand même, parce que vous avez mentionné des chiffres au début, qui parlent aussi de la masculinité et de la présence, disons, des femmes dans les organisations, que c'est vrai que la moyenne, c'est autour de 25% dans le secteur aérospatial, mais à l'ESA, on a quand même pu arriver à 30%. Et tout ça, disons, aussi en ayant beaucoup plus de demandes de femmes pour faire partie de cette grande aventure qui est le spatial. Et comment on a fait ça? On a fait ça aussi en changeant un peu la narrative, en cherchant d'abord de pouvoir expliquer la richesse des métiers de l'espace. Donc, les métiers de l'espace, c'est l'ingénieur, oui, mais il y a de plus en plus de compétences qui vont être demandées, et la cyber security, la science des données, tout ça. Et aussi avec un discours beaucoup plus centré sur l'impact que l'espace permet effectivement d'avoir sur la société, et aussi sur les grandes questions, les grands défis qu'on est en train d'affronter aujourd'hui, comme même la paix, l'énergie, la pauvreté. Et ça, c'était un discours beaucoup plus d'inclusion qui a pu quelque part rendre l'espace beaucoup plus attractif, au-delà d'une image très technologique qui quand même les caractérise depuis très longtemps. Oui, mais vous avez raison, ces chiffres, ils sont importants. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ils traduisent une réalité du secteur, mais il y a aussi un mouvement qui est engagé. Je crois qu'il y a cette année 20 grands noms de la filière qui se sont engagés au mois de mars à atteindre plus de diversité. C'est vrai que c'est important. Ercilia parlait de 30%, je crois que c'est pareil chez vous. Oui, Charlotte. tout à fait. À l'ESSP, il y a à peu près 30% de femmes, ce qui est au-dessus de la moyenne. Donc on est fiers et on est très contents d'aller dans cette direction-là. Évidemment, ça a été dit ce matin dans un des panels, ce qui est important, c'est la performance. Donc il y a la question des quotas, on n'applique pas de quotas. C'est vrai que les quotas aident, je ne suis pas pour les quotas, mais pour vraiment valoriser la performance et donner la chance. Vous m'avez dit, Nathalie, et je voudrais qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est important, ce qui peut poser un problème aujourd'hui, c'est aussi d'avoir le sentiment, quand on est une femme, de n'être choisie que parce qu'on est une femme. Et pas, et on en revient à la question de la performance et des compétences, et pas parce qu'on est compétente sur ce sujet en entreprise. Ça, c'est quelque chose que vous voyez apparaître aujourd'hui? Alors, on le voit aujourd'hui. Moi, je l'ai vu apparaître plus tôt que ça, et ça m'a entre guillemets choquée à l'époque parce que je pensais que ma génération déjà était passée au-delà de ça. Donc naïvement, quand j'ai commencé à travailler, je pensais que c'était plus une question. Et effectivement, dès l'embauche, j'ai un camarade de promotion, pour l'anecdote, qui m'a dit « Je suis embauché parce que je suis bon, tu es embauché parce que tu es une femme ». On avait fait les mêmes études, on était dans la même école, donc c'était il y a quelques années, mais voilà. Donc ça a été le premier révélateur, prise de conscience très forte que c'était encore très présent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a trop peu d'ambassadeurs qui nous aident à verbaliser que la place des femmes dans les entreprises, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour avoir, comme des fois on entend, 50% de femmes dans la société, 50% de femmes dans les entreprises, c'est la performance de l'entreprise. Et ce discours-là, malheureusement, il est complexe, il est trop peu présent. Et c'est à travers ça, effectivement, qu'on doit faire la différence. Charlotte, elles évoluent les choses où ça ne va pas assez vite et peut-être pourquoi? Alors ça évolue, mais ça évolue vraiment, vraiment lentement et doucement. C'est vrai que sur la question de, en fait, pousser les femmes avec les quotas, c'est un peu une discrimination positive qui va pas forcément aider les femmes non plus. Donc il faut faire extrêmement attention dans la communication.
comment on nous communique. Parce qu'en effet, on peut arriver à des conclusions comme ça. La personne a été choisie parce que c'est une femme. Donc il faut faire extrêmement attention à cela. Ceci étant dit, comment il faut essayer de faire évoluer les choses? Je pense que ça démarre dès le plus jeune âge. Parce que c'est vrai que on ne voit pas beaucoup de jeunes filles dans les écoles d'ingénieurs. Donc on mène des actions. Moi, je mène des actions au sein donc au nom du Club Galaxy, qui a aussi. Je suis en charge d'un comité qui s'occupe de la diversité et de la jeunesse, et donc de mettre en place justement un lien avec le monde de l'industrie et les jeunes. Et les jeunes, c'est pas déjà dans le parcours des grandes écoles, c'est en troisième, en seconde, en première, en terminale. Je suis intervenue plus d'une fois dans des écoles pour essayer de parler aux jeunes. Et naturellement, au lycée de l'Espace aussi, vous allez au lycée de l'Espace. Tout à fait, on intervient au lycée de l'Espace, on a monté un partenariat avec le lycée de l'Espace, et donc, que ce soit au lycée de l'Espace ou dans d'autres établissements, on s'aperçoit que les jeunes filles ont du mal à cerner ce qu'est le métier d'ingénieur. Donc en fait, c'est très difficile d'appréhender qu'est-ce que ce métier. Très facile d'appréhender le métier de médecin, par exemple, mais le métier d'ingénieur, non. Donc du coup, elles se ferment des portes. Donc quand vous y allez, du coup, ça devient concret. Ça devient un peu plus concret, mais en effet, il faut vulgariser, il faut parler de ça. Et je voudrais dire aussi une chose, c'est qu'il ne faut pas que ce soit que les femmes qui soient porteuses de ces messages. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle, mais que les hommes aussi. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, la richesse dans l'entreprise, c'est la performance de l'entreprise, c'est la diversité, que ce soit homme, femme ou autre. Et donc, il faut que ces messages aussi soient portés par ces hommes. Ercilia, vous faites aussi des opérations et j'aimerais que vous nous disiez un mot parce que même si ça peut paraître très symbolique, c'est important. Vous m'avez dit qu'il faut agir dès le plus jeune âge, on en a beaucoup parlé ce matin. Il faut aller dans les lycées parce que c'est souvent là que se fait le choix. Il faut même commencer plus tôt. Vous m'avez dit, ça peut paraître rien, mais quand on a fait la poupée Barbie astronaute, ça a provoqué des déclics. Oui, merci pour cette question parce que c'est très important. C'est ça le futur de l'espace a besoin d'avoir déjà une présence quelque part d'un discours différent à partir de l'école primaire. C'est là que l'identité STEM va se forger et surtout vis-à-vis au langage des mathématiques. Très tôt, surtout les filles qui ont quand même une tendance à la perfection, ça c'est donné de l'OCDE, sort des mathématiques, une certaine anxiété va se créer vis-à-vis des mathématiques. Et donc c'est clair que c'est beaucoup plus difficile, une fois qu'on est au lycée, de choisir d'être ingénieur. Donc déjà, il faudrait un effort pour faire ci. Et en fait, la France est vraiment pionnière de ça. J'en parle souvent en Italie parce que cette conscience de l'importance des mathématiques est très, très forte et beaucoup plus faible dans les autres pays européens, aussi comme un élément d'inclusion. Il faut commencer. La Barbie, c'était une occasion pas seulement de se projeter, d'avoir des role models, mais c'était aussi un travail qu'on a fait avec les parents. On a donné des conseils aux parents, comment parler des sciences aux enfants, même par une poupée. Et la poupée, c'était pas seulement je peux devenir une poupée, c'est que la poupée, c'est toujours pour les enfants une occasion de créer un monde imaginaire autour de la poupée. Et c'est dans la création de ce monde imaginaire qu'on arrive vraiment à se projeter. Et donc, c'était un exercice qu'on peut penser, disons, simple, mais ça amenait quand même cette curiosité, aller jusqu'au but d'imaginer, et donc j'ai un astronaute, qu'est-ce qu'elle fait, où elle va et pourquoi. Et donc c'était ça qu'on voulait un peu déclencher dans les petites filles. Je suis obligée à vous quitter. On était ravis de vous avoir avec nous, Ercilia. La preuve. Ciao. On va continuer, nous, ici, à Toulouse, au Palais Niel. Nathalie, alors, il y a les petites filles. Il faut aller voir aussi après. Je crois que vous avez des actions auprès des lycéennes, dans les salons, notamment. Je crois qu'il y a même un directeur qui est détaché spécialement, un ingénieur détaché auprès du rectorat pour orienter, justement, les jeunes filles. C'est ça. Donc, en fait, oui, on a des plans d'action et c'est notre responsabilité, surtout en tant que grand groupe, d'aller accompagner
la création de vocations scientifiques et en particulier pour la filière spatiale, mais même scientifique et technique au sens large. Donc on a une ingénieure pour l'école qui est effectivement détachée auprès du rectorat sur le bassin toulousain. On en a aussi sur nos autres sites et effectivement qui vont toucher les enfants dès le plus jeune âge pour leur faire connaître ces métiers-là. C'est une chose qu'on les fasse rentrer dans l'entreprise, qu'on augmente ce taux. En France, sur notre site, nous à Toulouse, il est de 27%, donc en deçà des chiffres de Charlotte. Donc c'est vrai que voilà, on a encore du chemin à parcourir. Et après, c'est aussi dans l'entreprise qu'on a beaucoup d'actions à mener, parce que c'est pas tout d'avoir les femmes qui rentrent en tant qu'ingénieurs dans l'entreprise, c'est aussi que ces femmes, elles aient leur place dans l'évolution de l'entreprise, dans leurs évolutions de carrière. Et là aussi, on a des programmes qui sont en place de mentoring où on a beaucoup effectivement de sponsors qui sont des hommes. Et c'est extrêmement important pour nous les femmes de ne pas être que entre nous, mais effectivement, c'est de l'inclusion dans tous les sens du terme. Et c'est grâce aux hommes aussi qu'aujourd'hui on a notre place dans ces organisations. On entendait parler de la Barbie astronaute. C'est aussi ces rôles modèles-là qui sont importants de pousser. Je crois qu'il y a un programme chez vous avec une astronaute réserviste qui est italienne, Antea Cornellini, qui est ingénieure chez Thales Alenia Space. Voilà, ça fait partie des modèles qu'il faut mettre en avant parce que ce sont de jeunes femmes. C'est une très jeune femme qui a une petite trentaine d'années. C'est une ambassadrice merveilleuse parce qu'elle est ingénieure de formation. Et effectivement, aujourd'hui, elle permet de montrer que tout est possible. Elle a un parcours extraordinaire. Elle a beaucoup bougé déjà en Europe. Elle a une carrière qui ne peut qu'inspirer les très jeunes filles, réaliser des rêves qui peuvent animer des carrières et créer d'autres vocations derrière, dont on est extrêmement fiers effectivement d'avoir Antea parmi nous. Et ces filières scientifiques, elles sont importantes pour les jeunes filles, mais il n'y a pas que les jeunes les jeunes femmes qui font rêver les jeunes filles. Il y a aussi des très autres beaux profils, puisqu'on avait eu Thomas Pesquet qui était aussi un stagiaire de chez nous, dont on est très fiers de l'avoir vu passer dans nos murs. Mais effectivement, la filière astronaute fait rêver pour le spatial et crée des vocations. Et alors justement, comment on les crée, ces vocations, Charlotte? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces métiers finalement se démocratisent? Je regardais, j'ai vu que l'association Air Emploi a mis en place un concours justement, par exemple, pour féminiser les métiers. Ça fait partie des choses qui vont dans le bon sens. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut parler, il faut communiquer, il faut être proche, inspirer, donner des exemples, montrer que c'est possible, oser. Je pense qu'il faut que les jeunes femmes, les femmes... C'est un mot qui revient souvent, oser, ça. Voilà, oui, tout à fait. Il ne faut pas qu'elles se mettent elles-mêmes aussi des barrières. De temps en temps, elles peuvent aussi se mettre elles-mêmes des barrières. Donc, il faut être aussi moteur. Il faut saisir les opportunités, faire de belles rencontres et voilà, surtout oser être ouvert. Se dire, moi ça a été un leitmotiv, de se dire que c'est possible. Voilà. Et puis il y a des choses, il vaut mieux peut-être les éviter, pas les entendre, voilà, et les mettre de côté et tracer son chemin. Voilà, parce que si on s'arrête sur tout, on n'avance pas. Donc voilà. Quelles sont peut-être les actions que vous aimeriez voir menées pour que ça aille plus vite, pour que ça accélère dans vos filières respectives, dans vos entreprises respectives? Nathalie? Nous, ce qu'on voit beaucoup évoluer, c'est déjà en marche, mais le changement, c'est les changements culturels et on a toujours envie que ça aille très vite. Et malheureusement, on sait qu'il y a une réalité, c'est que les changements culturels, c'est des changements très très longs. Et dans l'industrie, je ne sais pas si c'est plus qu'ailleurs, mais en tout cas, c'est long. Mais on le voit venir grâce à un nombre de non-sponsors. C'est les changements de leadership. On en a entendu parler dans les panels précédents. Et ces leaderships plus inclusifs qui permettent aussi de gérer les programmes différemment, de mettre aussi la qualité de vie au travail au cœur de la performance et d'évoluer de modes de direction qui sont beaucoup plus directifs et dans le contrôle vers des modes beaucoup plus participatifs, collaboratifs au service du collaborateur. On le voit, c'est plus inclusif et on le voit aussi, ça permet à plus de jeunes femmes de se positionner sur ce type de poste. Charlotte?
Oui, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, on voit bien que ça a beaucoup évolué, ça déjà. Hein. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites aux États-Unis et ailleurs, montrant que le leadership ou le management dirigiste a ses limites. Et en termes de performance, je crois qu'il y a 5 ou 6 modèles de leadership, et celui-ci, justement, est le moins performant. Donc, voilà, et les femmes ont toute leur place. J'entendais tout à l'heure une personne qui disait les mots ont du sens et ont un impact sur les femmes pour oser. Ça va être différent de parler de management, de parler de leadership ou d'animer. C'est vrai que ces mots peuvent avoir une influence sur la façon dont les jeunes femmes peuvent percevoir les responsabilités qu'on va leur demander, mais au final c'est un petit peu près pareil. Donc il faut juste voilà, qu'elles prennent conscience de ça et qu'elles ont cette place aussi bien de l'idée d'animer que de manager. Et vous les aidez justement à prendre leur place et toute leur place dans ce secteur qui est le vôtre. Merci à toutes les deux, Charlotte Néret, Nathalie Fonte et à Ercilia Vaudot qui était en visio avec nous, d'avoir été avec nous pour nous inspirer.